Nouvelle semaine, nouveau mois, de nouvelles informations en notre compagnie. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dans les actualités de ce jour, les responsables de l'UNICEF sont en mission dans le pays et ils visiteront par la même occasion les organismes à Madagascar. Ce matin, le président Andry Rajoelina a reçu la délégation conduite par le président du conseil d'administration de l'UNICEF, Ernest Rwamicho, au palais d'Amutsruj. Ils ont confirmé la continuité des relations et de la coopération entre Madagascar et l'UNICEF. Josica Ranjanirine et Erira Sloforman. La visite du conseil d'administration de l'UNICEF, un organisme au sein des Nations Unies à Madagascar, est une occasion importante qui marque le renforcement de la coopération entre les deux parties. Une collaboration axée principalement sur le bien-être des enfants malgaches. Lors de l'entretien à Amutsruj, le président du conseil d'administration de l'UNICEF, Ernest Rwamicho, a confirmé que la coopération avec le gouvernement malgache est fructueuse et satisfaisante. We are very satisfied with what UNICEF is doing in Madagascar. We just had Nous sommes absolument satisfaits de la très bonne coopération entre Madagascar et le gouvernement du pays. Nous venons d'être reçus par Monsieur le Président Andry Rajoelina et il nous a confirmé également cette très bonne coopération qui existe avec l'UNICEF. Et nous avons déjà été assez impressionnés par notre rencontre ce matin et de voir effectivement la très bonne coopération entre l'UNICEF et le gouvernement et les plus hautes autorités du pays. Les membres du conseil d'administration ont suivi de près ces points de collaboration. Ils ont examiné les réalisations dans de nombreux domaines, tels que l'éducation, la vaccination, la lutte contre le changement climatique, l'accès à l'eau potable, l'hygiène et la protection sociale, en particulier pour les enfants. Madagascar et l'UNICEF travaillent ensemble depuis 40 ans et la visite du président du conseil d'administration, Ernest Rwamicho, et la délégation qu'il dirige donne un nouveau souffle à cette coopération porteuse d'espoir pour l'avenir des enfants malgaches. Et au niveau des deux parlements, Madagascar, la clôture officielle de la première session ordinaire du Sénat a également eu lieu cet après-midi. Les sénateurs de Madagascar ont examiné 12 projets de loi sur les 60 lors de cette première session ordinaire de l'année 2024 dans la loi des finances rectificatives. D'autre part, la grande famille du Sénat a également félicité et souhaité bon vent au sénateur Manassou Donatang car il a été élu député de Madagascar dans le district de Mahanour. Au total, 12 projets de loi ont été adoptés par le Sénat lors de cette première session ordinaire, selon le rapport rendu cet après-midi par le président de cette institution. Des propositions qui auront un impact direct sur la vie de la population et qui portent sur l'énergie, l'agriculture et l'alimentation, le monde du travail, le commerce et la coopération internationale. Le président du Sénat, lors de la clôture de la session ordinaire, a également exprimé sa gratitude particulière aux sénateurs de Madagascar pour avoir accompli leur travail, même en période électorale, tout en respectant l'unité et en protégeant la dignité de leur institution. Aujourd'hui, la grande famille du Sénat a également félicité et souhaité des vœux de réussite et a remis un prix spécial au sénateur de Madagascar, Manassou Donatang, qui a été élu député de Madagascar dans le district de Mahanour lors des élections législatives. Ainsi, il y a désormais 2 postes vacants au palais de Verdanouskale après l'élection du sénateur malgache Manassou Donatang au titre de député et la nomination de l'ancien sénateur Richard Amanambitan comme président de la délégation spéciale de la capitale d'Antananarivo. Et la première session ordinaire de l'Assemblée nationale a également pris fin aujourd'hui. Le mandat des députés de 2019 à 2024 a également pris fin. Au total, 125 projets de loi et 53 propositions de loi ont été adoptés par les parlementaires au cours de la législature 2019-2024, selon le rapport rendu aujourd'hui par cette institution. Les parlementaires ont également mené 11 enquêtes au cours des 5 dernières années. 2067 questions ont été posées par les députés aux membres du gouvernement lors des rencontres directes entre les deux partis. Il est à rappeler que l'Assemblée nationale a 3 rôles, à savoir l'examen et l'adoption des lois, le contrôle de l'exécutif, mais aussi l'évaluation de la politique générale de l'État. Le mardi 8 juillet, les députés nouvellement élus entreront en session extraordinaire.
Toujours dans cette page politique, selon le Premier ministre et chef du gouvernement malgache, Sinsa Christian, il est de coutume dans un pays démocratique que le gouvernement démissionne après les élections législatives. Nous respectons cela à Madagascar, a souligné le Premier ministre, qui n'a toutefois pas encore déterminé quand est-ce que le gouvernement actuel démissionnera. Il a ajouté qu'il existe déjà une majorité à l'Assemblée nationale qui proposera les noms parmi lesquels le président de la République choisira celui du futur chef du gouvernement. Dans les actualités de ce jour également, c'est l'examen du BEPC. Justement, l'examen du BEPC s'est généralement déroulé normalement dans toute la grande île, malgré les petites failles comme des candidats ayant oublié leur carte d'identité. Les responsables ont réglé les problèmes autant que possible et les candidats ont pu passer l'examen en toute quiétude. Fenner Soul nous en dit plus. Les rumeurs qui circulent sur Internet selon lesquelles il y aurait une fuite de sujets d'examen BEPC sont infondées. Le ministre de l'Éducation nationale par intérim a confirmé aujourd'hui, lors de sa descente au CEG un peu flou ce matin, que la protection des sujets a été renforcée. Il a exhorté chacun à ne pas se laisser induire en erreur et a également rappelé que des mesures seront prises à l'encontre de ceux qui propagent des rumeurs conformément aux lois en vigueur dans notre pays. Le ministre par intérim appelle également les parents à ne pas se laisser tenter à se procurer ces faux sujets d'examen pour ne pas sacrifier tout l'avenir des enfants et de veiller au bon déroulement des examens. Le ministre n'a cessé de rappeler l'importance pour les candidats d'affronter sereinement l'examen. À cet effet, tout un chacun doit veiller au bon fonctionnement des 4 jours d'examen. Et cette première journée de l'examen du BEPC s'est déroulée également normalement dans la circonscription scolaire d'Avarajan. Néanmoins, des candidats ne sont pas venus passer l'examen au centre du CEG ILAF, selon les explications dans ce reportage toujours de Fenner Soul et Kevin Ravonerson. À 7h30, c'était l'appel pour les candidats au centre d'examen CEG ILAF dans la circonscription scolaire d'Avarajan et à 8h, c'était le début de l'épreuve écrite. L'après-midi, l'appel était à 13h30 et le début de l'épreuve à 14h. Aucun retard n'a été enregistré, même si quelques candidats ont oublié leur convocation. Il y a également eu certains candidats qui ne connaissent pas leur salle d'examen. Quoi qu'il en soit, tous ces candidats ont pu passer à temps leur examen. 12 candidats sur environ 9000 ne se sont pas présentés à l'examen ce jour, selon le chef Cisco d'Antananarivo Ansimjan. À noter que le plus jeune des candidats dans cette circonscription a 11 ans et le plus âgé 33 ans. D'après les candidats, les 2 épreuves, le malgache et la science qu'ils ont subies aujourd'hui, n'ont pas été difficiles. Les sujets ont porté sur des leçons qu'on leur a enseignées à l'école. Rappelons que ces candidats subiront les épreuves de mathématiques et de français demain. Dans un tout autre sujet, à présent toujours dans la page sociale, 60% des Malgaches sont isolés pendant la saison des pluies à cause du mauvais état des routes, notamment dans les zones rurales, a indiqué aujourd'hui le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Cela a un impact direct sur l'écoulement de leur production et donc sur leurs moyens de subsistance, raison pour laquelle la réhabilitation des routes est prioritaire dans les zones rurales. Tous les concernés se réunissent à partir d'aujourd'hui pendant 2 jours pour établir une stratégie efficace de réhabilitation des routes dans les zones rurales. Reportage de Anienne Martina, Sylvain et Sechan Jenab. Bealanan, Marantsech, les principales régions productrices de riz, mais qui sont confrontées à des problèmes pour les écouler à cause du mauvais état des routes, surtout pendant la saison des pluies. En général, 17% de la population sont enclavés pendant la saison des pluies en raison de la fermeture de routes. Cela a un impact énorme sur les moyens de subsistance des agriculteurs, a déclaré le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Il est ainsi primordial de trouver une solution et de donner la priorité à la réhabilitation des routes dans les zones rurales. L'objectif est que le milieu rural dispose d'infrastructures durables face au changement climatique. Le ministère des Travaux publics a un rôle important à jouer à cet égard. L'UNOPS, au Bureau des Nations Unies pour les services d'appui au projet, fournit également un appui technique à Madagascar dans la formulation d'une nouvelle stratégie. Donc on est là au service des communautés et du gouvernement pour appuyer des projets d'infrastructure. À Madagascar, on appuie notamment le secteur des routes rurales avec le financement de la Banque mondiale et du FIDA. Et on essaye, comme je le disais tout à l'heure, d'apporter un peu d'innovation pour la pérennisation justement de ces pistes rurales.
Durant 2 jours, aujourd'hui et demain, tous les acteurs ainsi que les partenaires techniques tels que l'UNOPS et le partenaire financier de la Banque mondiale tiennent un atelier de concertation à Alarbi Ivanch. Et plus de 670 personnes âgées issues du 2e et du 4e arrondissement ont reçu des dons émanant du président de la délégation spéciale d'Antananarive et de l'ambassade de Chine ce jour à Mamasne. Cet événement s'inscrit dans le cadre de la coopération entre les deux pays et de la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance de Madagascar. Reportage signé Ruth Christelle Rakoutmalal et Yves Janel. La coopération avec les chefs Fouktani a permis de sélectionner 672 personnes âgées des 2e et 4e arrondissements qui ont bénéficié de l'aide ce jour. Parmi eux se trouvent ces personnes âgées qui vivent à Mianjari-Wambandi. Ils sont heureux de ne pas avoir été oubliés malgré leur vieillesse. Ils souhaitent que cela se poursuive. La volonté du président de la délégation spéciale d'Antananarive est d'aider les personnes âgées et les personnes vulnérables. De ce fait, il n'a pas hésité de chercher des coopérations. L'ambassade de la Chine a répondu à l'appel et a offert des dons tels que des couvertures, du riz, de l'huile et du sucre aux personnes âgées. À ce jour, 384 personnes âgées du 4e arrondissement et 288 du 2e arrondissement ont bénéficié de ces aides. Celles du 5e arrondissement ont déjà reçu leur part. À noter que de tels dons se feront pour les 6 arrondissements de la capitale. Parlons à présent météo. La température minimale dans la région de Vaknakar pourrait descendre à 2 degrés Celsius et même à 1 degré Celsius selon les prévisions du service de la météorologie. En général, il n'y a pas de changement de température et il fera toujours froid dans les 3 prochains jours. Sandasena Mirai nous en dit plus. La région de Vaknakar connaîtra la température la plus basse prévue pour les 3 prochains jours selon les prévisions du service météorologique. La température minimale dans cette région pourrait descendre à 2 degrés Celsius et même à 1 degré Celsius demain mardi. Il n'y aura pas de changement et le temps reste froid jusqu'à mercredi selon les informations publiées par le service de la météorologie. Par contre, les températures maximales s'élèveront à 23 degrés ou 24 degrés Celsius pour la partie centrale du pays. Pour la région du nord-ouest, elle pourrait atteindre 35 degrés ou 36 degrés Celsius dans les 3 prochains jours, a toujours indiqué la météo d'aujourd'hui. Passons à présent aux actualités internationales. Parlons des législatives en France. Après avoir passé un accord avec le Rassemblement national, le président contesté des Républicains a devancé ses concurrents avec 41,4% des voix devant le candidat de gauche Olivier Salerno et l'adjoint au maire de Metz Greg Monetti au premier tour des élections législatives à Nice. Arrivé 3e, le candidat du camp macroniste a annoncé aujourd'hui maintenir sa candidature au 2e tour, provoquant donc une triangulaire. France 24. Les résultats viennent de tomber. Éric Ciotti est largement en tête. Il fait 41% des voix. À 15 points derrière lui, le candidat de la France Insoumise, Nouveau Front Populaire. Ce soir, il y a un choix très clair à faire. C'est un choix entre le camp national, celui qui défend la France et les Français, qui veut de l'ordre, de la sécurité, qui ne veut pas de matraquage fiscal, et celui du Nouveau Front Populaire dominé par les Insoumis. Ce matin, ces militants du Nouveau Front Populaire repartent en campagne. Leur candidat, Olivier Salerno, se place 2e avec 26,62%. Et pour espérer l'emporter au second tour, il lance un appel. Greg Monetti, qui est arrivé donc 3e derrière moi, oui, moi je lui demande de se désister. La droite de Christian Estrosi, celle qu'il représente, dit toujours que c'est la droite héritière du gaullisme, et notamment du gaullisme social. Là, j'aimerais bien qu'elle nous le prouve. Sa parole était attendue. Greg Monetti, candidat de la majorité présidentielle, arrive en 3e position avec 22,79% des votes. Je suis aujourd'hui le seul à incarner l'esprit de dépassement et à pouvoir rassembler très largement. J'ai donc décidé de maintenir ma candidature. Dès à présent, je me relance en campagne. Nous sommes à portée de main de gagner face à Éric Ciotti. Il y aura donc une triangulaire dans cette circonscription, une nouvelle qui devrait réjouir Éric Ciotti,
député à Nice depuis 2007. Le Rassemblement national est arrivé en tête justement de ces élections législatives en France du premier tour, devançant le nouveau Front populaire NFNF et le camp présidentiel. 76 députés ont été élus dès le premier tour. La plupart sont issus des rangs du Rassemblement national, mais aussi du Front populaire. Ils ont déjà rejoint les rangs de l'Assemblée nationale. Les précisions sur place du journaliste France 24. Plusieurs députés issus de l'Alliance de la gauche élus au premier tour, vous l'avez dit, des législatives ont défilé tout à l'heure à l'Assemblée nationale. Par exemple, Éric Coquerel, Mathilde Panot ou encore Olivier Faure. Ils en ont profité tout d'abord à continuer à faire campagne. Certains ont rappelé même les grandes lignes de leur programme, mais tous avaient un seul mot d'ordre à la bouche: faire barrage au Rassemblement national lors du second tour et notamment en cas de triangulaire. Ils ont tous appelé le centre et la droite à se retirer en cas de triangulaire. Je rappelle que plus de 300 triangulaires sont attendus au second tour. Le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, a lui rappelé tout à l'heure que les candidats du Parti socialiste se retireront pour faire donc barrage face aux candidats du Rassemblement national et les empêcher de passer. Ils se retireront donc face au centre et face à la droite notamment. Avec ce plan de désistement, le Front républicain espère surtout faire plus que le Rassemblement national. Par exemple, le député La France Insoumise, Aurélien Saint-Toul, nous a dit tout à l'heure qu'il comptait faire, ou qu'il espérait en tout cas faire plus de 50%. Mais en revanche, ils ont tous dans l'ensemble refusé un programme d'union nationale. Toujours autour de cette élection législative en France, si les résultats sont sans appel dans l'Hexagone, les Français de l'étranger semblent exclus de la vague Rassemblement national. Les précisions toujours d'un journaliste de France 24. En Amérique du Nord, les résultats de ce premier tour tranchent franchement, vous l'avez compris, avec ceux de votre côté de l'Atlantique. J'écoutais Roselyne longuement à l'instant. Le paysage est tout à fait différent. C'est effectivement Roland Lescure, actuel ministre de l'Industrie du gouvernement de Gabriel Attal, qui arrive en tête avec 39% des suffrages et 3 points devant le candidat du nouveau Front populaire qui, lui, enregistre cependant le score élevé de 36%, ce qui pourrait paraître un peu contre nature quand on parle de l'Amérique du Nord. Mais vous allez voir qu'il y a des explications. À noter également la performance de la candidate du Rassemblement national qui réalise une percée historique, en réalité une apparition dans le paysage politique des Français d'Amérique du Nord, mais qui néanmoins, en multipliant son score par 5, n'obtient que 10%, si j'ose dire. C'est une tendance assez classique d'une circonscription des Français de l'étranger où l'extrême droite n'a jamais vraiment fait recette. Et c'est là qu'on commence à expliquer les différences entre les résultats de France et des circonscriptions de l'étranger par une somme de facteurs plus sociologique dans le fond que purement politique. Prenons par exemple l'un des thèmes centraux de la campagne, le pouvoir d'achat. Il est commun, ce thème, aux 3 formations politiques qu'on vient de citer, mais vous comprenez bien que les Français qui résident à l'étranger ne sont pas directement impactés, en tout cas dans leur quotidien, par les oscillations de la vie économique française. En tout cas, pas dans les mêmes proportions que chez vous, dans l'Hexagone. Sur le sujet des retraites également, il y a aussi des différences, évidemment, selon qu'ils sont des expatriés de longue date ou des binationaux, ou qu'ils soient juste de passage au titre de la coopération ou pour une affectation courte dans une entreprise, par exemple. Les Français d'Amérique du Nord et plus largement les Français de l'étranger sont souvent appelés à rejoindre le système de cotisation du pays dans lequel ils résident. Et le phénomène est globalement le même pour la fiscalité ici. En Amérique du Nord, il y a des accords anciens entre la France et les États-Unis et entre la France et le Canada. Et donc, en s'exprimant dans les urnes, une part significative des Français de l'étranger veulent maintenir ce lien avec leur pays d'origine et continuer à participer en quelque sorte à la vie politique de ce pays, qu'ils retrouveront peut-être bientôt ou au soir de leur vie professionnelle. Et quand ils sont définitivement établis aux États-Unis ou au Canada, c'est une manière pour eux de contribuer
à la vie de leur famille, par exemple, rester là-bas. Vous voyez bien que les approches sont fondamentalement différentes d'un citoyen français de Picardie, de la Somme ou de Bretagne qui va désigner le représentant d'une toute petite circonscription à l'échelle de l'Amérique qui votera des lois qui impacteront directement le quotidien des Français. Longtemps, les circonscriptions des Français de l'étranger, il était quasiment systématique de voir les électeurs français expatriés tout simplement voter pour la majorité en place. Soyons tout à fait honnêtes, les résultats du premier tour des élections législatives en France n'ont pas fait la une des grands quotidiens américains, vous vous en doutez. En réalité, une écrasante majorité de la population américaine, je parle bien des citoyens américains, hein, pas des Français expatriés, ignore absolument tout des enjeux qui obsèdent les Français en ce moment et du séisme politique que vous traversez de votre côté de l'Atlantique. Mais oui, en quelque sorte, dans quelques cercles ici, dont les yeux sont braqués vers l'Europe, la personnalité de Jordan Bardella, notamment, intéresse. Comme à leur habitude, le Washington Post et le New York Times se sont fendus de quelques analyses, quelques articles, qui sont en réalité les captations de leurs correspondants installés à Paris, tout près de chez vous. Il est d'ailleurs assez intéressant de voir à quel point cette localisation dans la capitale française peut parfois influencer, voire déformer leur perception. C'est un phénomène qui nous est familier d'ailleurs à nous, correspondants étrangers à Washington, puisqu'il est parfaitement clair que le meilleur moyen de se tromper dans l'analyse d'une situation politique nouvelle, c'est de rester enfermé dans la capitale, au contact de ce que le pays peut avoir de plus progressiste. C'est très marqué ici aux États-Unis, de plus progressiste et dans le fond de plus ouvert. En clair, si les correspondants du New York Times ne vont pas en Picardie, à Hénin-Beaumont ou à Plouhinec, ils commettent les mêmes erreurs que nous. Ici, si nous n'allions pas en Louisiane ou en Alabama. C'est pour ça qu'on vous envoie des reportages de ces régions. Mais pour en revenir à la découverte de ce conservatisme français qui fait un peu parler ici, la description se résume bien souvent à une lecture américaine qui s'affranchit de l'histoire de l'Europe, hein, pour faire simple, et de sa complexité. Et au moment où Donald Trump, pour le coup, ici aux États-Unis, est redevenu un potentiel président des États-Unis crédible, la moitié progressiste des États-Unis utilise volontiers la montée des extrêmes en France et en Europe de manière générale, plutôt pour se déculpabiliser un peu. Mesdames et messieurs, clap de fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Très bonne suite de programme et très bonne soirée sur Viva. Au revoir.